Il en a marre des obèses, des Français, des journalistes, des hommes, des femmes, des enfants. En fait, cet homme déteste et humilie tout le monde de manière égale, et pourtant, il est l'une des figures les plus populaires de l'UFC. Il trash-talk tous les combattants, traite Adesanya de pervers qui se masturbe devant des dessins animés, attrapé au flag mon délire, et manque de respect à absolument tout le monde qu'il rencontre. Mais alors, pourquoi est-ce qu'autant de gens le kiffent? Eh ben parce qu'il s'humilie autant qu'il humilie les autres, qu'il se trash-talk aussi sévèrement qu'il le fait avec les autres, qu'il s'en amuse même à la manière d'un anti-héros, et que malgré son enfance atroce, au fond, on sent qu'il essaie de faire les choses bien pour son entourage. Voici l'histoire du Deadpool du MMA, Sean Strickland. C'est quoi votre souvenir le plus lointain de quand vous étiez enfant? Une glace au parc? Une baignade avec les parents? Eh ben, pour le top 10 UFC Sean Strickland, voici ses souvenirs dès la plus petite enfance. Je me souviens que je me tenais à la jambe de ma mère dans la cuisine, j'étais encore à la maternelle, et mon père complètement bourré qui disait à ma mère « Je vais te découper en petits morceaux et t'enterrer dans le jardin avec une bouteille d'acide ». Et quand t'entends ce genre de choses tous les jours depuis ton plus jeune âge, ça finit par modifier la manière dont ton cerveau fonctionne. Et mon cerveau s'est développé en mode survie pour faire face à cet environnement. Il n'était pas fait pour le monde extérieur, pour la vie normale et pour le monde moderne. Sean expliquera que chaque jour dans son enfance, il vivait avec la terreur et l'angoisse de ne pas revoir sa mère vivante le lendemain. Une nuit, alors qu'il a 8 ans, il se faufile dans la chambre de ses parents en rampant pour voir ce qui s'y passait, en espérant qu'il n'arrive rien et que ce soit pas la nuit où son père se transformera finalement en meurtrier. Et après être arrivé près du lit ce soir-là, il lève les yeux et voit son père sur sa mère en train de l'étrangler en criant « Ce soir, c'est le soir où tu crèves !» Plus tard, après avoir développé son sens de l'humour si agressif pour pallier aux horreurs qu'il a vécues, Sean blaguera d'ailleurs en disant « Bah, ou peut-être bien qu'ils étaient en train de ken et que c'était un truc plus hardcore qu'ils kiffaient tous les deux, qui sait ?» Mais toujours est-il qu'à ce moment-là, et du haut de ses 8 printemps, le petit garçon n'en conclut qu'une chose, sa maman est en danger. Alors il regarde autour de lui à la recherche du premier objet qui pourrait faire du dégât et arrêter tout ça, et il ramasse une guitare par terre, se lève et l'éclate de toutes ses forces sur la tête de son père. Puis il se retourne, s'enfuit en courant le plus vite possible, attrape le téléphone de la maison et sort en même temps qu'il appelle la police. La police arrivera quelques minutes plus tard et arrêtera le père de Sean pour lui faire passer la nuit en prison. Et comme dans beaucoup de cas de violence conjugale, malheureusement, devinez le pire, devinez qui ira payer la caution le lendemain pour que son mari rentre avec elle à la maison? Yep, c'est la maman de Sean elle-même. Ouais, alors comme vous l'imaginez, en partant sur de telles bases, les chances que notre anti-héros se développe de manière normale étaient proches de zéro. Que ce soit à l'école, dans ses relations avec les autres enfants de son âge, dans sa manière de vivre sa vie à l'extérieur du foyer en général, il expliquera: c'était tellement compliqué à 14 ans la transition entre avoir peur toutes les nuits que ta mère ne se fasse tuer à « Ok, maintenant je suis une personne normale, allons s'amuser, allons au bar », tu vois. Il portait même une telle rage au fond de lui-même qu'il disait « Je me baladais dans la rue avec un couteau sur moi, une pierre, en espérant que l'occasion se présente pour que je puisse tuer quelqu'un, tellement j'étais en colère. » Alors oui, c'est terrifiant, mais bon, devenir un adulte normal quand les structures que t'as connues toute ton enfance ressemblent à des scènes de torture psychologique quotidienne, fallait pas y compter. Et puis, c'est pas comme s'il avait des influences positives hors de la maison non plus, ce qui aurait pu l'aider à s'en sortir. Le seul autre membre de la famille avec lequel il passe du temps est son grand-père, et mauvaise pioche, le mec est un énorme nazi. Cet homme rustre à l'ancienne, de 2 mètres et charismatique mais du coup en mode American History X, remplira la tête de Sean des pires dingueries racistes et antisémites. Et sans aucune idée de ce que tout ça signifie réellement, il s'abreuvera de tout ce que lui dira son aïeul qui était pour lui comme un héros, allant même jusqu'à se dessiner des croix gammées sur le bras en allant à l'école. Mais comme Sean le commentera plus tard, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages dans ce monde à être un raciste, parce que tout le monde te déteste. Je lui en ai beaucoup voulu de m'avoir rempli la tête avec ces conneries. Il chassera toutes ces idées de sa tête vers 14-15 ans quand il commencera à s'entraîner en MMA. Quand j'ai commencé à m'entraîner, j'étais en mode « Putain mais en fait je déteste personne, tout le monde est cool », dira-t-il. Et dans ma vie, beaucoup des gens qui m'ont aidé étaient des gens de couleur. Les blancs dans ma vie ont surtout été des enfoirés. J'étais à moitié un mec des jeunesses hitlériennes en arrivant. Et pourtant, tous ces gens de couleurs différentes m'aidaient comme ils pouvaient à me préparer pour mes combats. Toute ma vie j'avais cette rhétorique, ces idées préconçues. Et là d'un coup, les gens qui m'aident ne sont pas des blancs. À 18 ans, finalement et pour la première fois, lors d'une énième dispute où son père abusait de sa mère, Sean se lève et lui demande d'arrêter. Son père s'énerve, se plante face à son fils en mode front contre front, mais Sean en avait vu assez. C'était la goutte d'eau de trop. Je lui ai mis un coup de tête. Ça lui casse le nez, explique-t-il. Il tombe et commence à pleurer.
Et je me souviendrai toujours de ce monstre, de ce cauchemar dans ma vie, et juste de le voir s'effondrer comme ça en pleurant, en se tenant le nez en sang, c'était presque décevant. C'était décevant. Je m'attendais à tellement plus de sa part. Cette confrontation avec le monstre qui avait fait de sa vie un enfer changera radicalement le cours de sa vie. C'est comme s'il avait exorcisé un peu son démon. Et un effet durable que ça aura sur le reste de sa vie et de sa carrière, c'est qu'il développera une envie de constamment se mesurer à ce qui le terrifie, comme pour continuer de vaincre son père pour ne pas retomber dans une période sombre. Et c'est ainsi qu'il déclarait même qu'il se parait parfois avec Francis Ngannou. Et je cite, « juste parce qu'il me fait peur ». Et c'est également pour ça que dans sa carrière de combattant, on le verra prendre les pires décisions possibles, comme celle par exemple de rester debout sans chercher à aller en lutte avec le double champion du Glory et machine à KO, Alex Pereira. Choix qui lui coûtera un voyage au pays des rêves, d'un crochet du gauche à réveiller un mort. Mais au-delà de ses choix douteux en combat, il est un guerrier d'exception. Sa place dans le top 10 mondial à l'UFC est solidifiée depuis des années déjà, et à part contre les top 5, il est imbattable dans la catégorie des moins de 84 kg. Récemment, il a même battu 2 des jeunes prospects les plus prometteurs, notre Nassourdine Imavov et Abus Magomedov. Et à chaque fois avec le même style étrange, droit comme un piquet, mais avec un timing, une allonge et un débit que très peu arrivent à gérer. Habitué à faire des sparring quasiment tous les jours à Las Vegas, il est pourtant, après une étude réalisée sur les fighters de son club, celui qui prend le moins de coups. Et pour lui c'est simple, avec son style étrange et le fait qu'il ait un œil particulièrement acéré, du fait qu'il combatte tous les jours, il est devenu extrêmement compliqué à toucher de manière propre. Bien qu'il ait énormément de succès à l'UFC, il n'est pas connu comme un combattant spectaculaire ou un spécialiste des KO. Il est le genre de combattant qui t'étouffe sur la durée par sa solidité, son volume et son endurance. Mais une des armes qu'il possède et qui désarçonne aussi beaucoup de ses adversaires, c'est qu'il n'arrête pas de parler hors de la cage et même dedans. Hors de la cage, il est tout simplement le mec le moins politiquement correct de tout le MMA. En fait, c'est simple, il dit absolument tout ce qu'il pense. Pour lui, pour que le monde tourne rond, les femmes doivent retourner à la maison, à la cuisine et élever les enfants et arrêter de travailler. Les combattants de MMA sont des prostituées qui rentrent dans la cage et sont payés pour se battre en sous-vêtements pour une organisation qui leur dit quoi faire. Et ils n'aiment pas les obèses et il explique qu'il n'y a rien de pire que d'être à côté d'un énorme enfoiré qui sent dégueulasse et que la chose la plus humaine que tu puisses faire, c'est lui dire de poser sa fourchette. Et il dénonce une génération qui, je cite, manque de couilles et de testostérone. Et quand on lui donne un micro, il tire sur tout le monde sans discriminer, hommes, femmes, hétéros, homo. Comme il le dit lui-même, je déteste tout le monde pareil. Et s'il était dans cette pièce par exemple, il pourrait pas s'empêcher de parler de Onae, les savons les plus solides de France, ayant pour ambassadeur Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis ou encore Abdul Abdouragimov. C'est artisanal, made in France et naturel, et vu la vague de chaleur actuelle, on vous conseille de vous procurer le plus vite possible le freezer. Mais revenons à notre américain à la langue bien pendue. Quand en conférence de presse, Adesanya et lui commencent à se chauffer, il se marre avec sa voix d'énorme camionneur cartonnant 3 paquets par jour. Bon, je sais qu'on juge beaucoup ceux qui ont de l'addiction au porno de dessins animés, mais moi je jugerai pas. Je juge pas le fait qu'il soit sur TikTok et ça s'appelle des hentai, le corrige alors Adesanya. Ça s'appelle des hentai, eh ben voilà, mais moi j'ai grandi, voilà le problème, lui rétorque-t-il. Et quelques minutes plus tard, il enfonce le clou. Aucun homme qui se paluche devant des dessins animés ne va me battre, alors calme-toi. Je vais te dire, lui répond Adesanya, si tu gagnes, quand on combattra, après que je t'ai mis KO, je ferai une danse TikTok sur ta tombe. Et Strickland de le crucifier. Ah, regardez-moi ça, un enfoiré d'adulte sur putain de TikTok. Mais le voilà peut-être le problème, vous ne voulez pas de ce gars comme un champion. Et alors croyez-moi, tout ça n'est qu'un échantillon du pur divertissement qu'est cet homme micro en main. Et alors pourquoi ça marche aussi bien? Et parce que son propre niveau d'autodérision empêche tous ses adversaires de le toucher lorsqu'ils lui répondent. Sean se décrit lui-même comme, on cite, un putain de blanc dégénéré. Un putain de blanc dégénéré qui blague donc sur son enfance traumatisante et avoue qu'il est complètement inadapté à la société et qui se moque de lui-même même quand il est mis KO. Donc c'est toujours difficile de blesser un gars comme ça avec les mots. Et dans la cage, il lui arrive aussi d'être bavard. Quand ça part en bagarre et en échange de gros parpaings, ou quand il est en contrôle total et qu'il s'amuse, on l'entend lâcher des « Allez, voilà ! Allez, Jack ! Allez, il reste 30 secondes, donne tout ! Au secours, au secours ! Allez, petite merde !» Alors voilà.
On ne le verra jamais sur des paquets de céréales ou décrocher des contrats avec des marques de prêt-à-porter mainstream, mais sa personnalité et son histoire hors du commun en ont véritablement fait un être unique dans le monde du MMA. Victoire ou défaite, il est un gars sur lequel l'UFC peut toujours compter, qui ne refuse aucun combat et qui amène du divertissement comme personne. Et dans son propre club aujourd'hui, Sean Strickland a même été nommé parmi les capitaines de la team Extreme Couture pour son esprit d'équipe et l'aide constante qu'il essaie d'apporter dans et hors de la cage à tous ses camarades, et ce, quelle que soit leur religion, leur culture ou leur couleur de peau, et ça c'est même pas lui qui le dit, c'est eux. Voilà, c'était l'anecdote du père Rusty sur Sean Strickland, littéralement le Deadpool du MMA. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide énormément. Et pour le reste, à la prochaine, prenez soin de vous et ciao!